Chers invités, oui. Monsieur le ministre conseiller, Monsieur Voltaire, Madame Ledan, Monsieur Dorisson, bonsoir. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ce léger retard. En fait, fashionably late. Mais tout ce que j'ai dit en Haïti, même si on mise dans la route, mais nous toujours pas des bonnes nouvelles. Donc j'espère que la soirée quand même vaudra la peine et que vous allez passer un bon moment en compagnie de, bien sûr, du personnel du consulat, mais aussi de nos invités qui ont fait un très long chemin afin d'être présents aujourd'hui et de pouvoir justement vous apporter cette petite soirée littéraire, culturelle, même si on peut dire ça. Donc avant de commencer, je voulais inviter M. Dorisson à venir prendre la parole et dire les mots bienvenue. Je voulais laisser la route, ça quand même. Je dis d'abord merci à le consul d'Haïti à la République française, ami, je ne sais pas si je dois dire ami tout simplement, Valérie Ndor, qui a pensé à moi pour faire une présentation très risquée et audacieuse. Parce que c'est très compliqué de présenter un homme grand homme. Et je dis aussi merci à tous ceux qui sont là pour assister à cette cérémonie. On l'aura compris à coup sûr 10 ans, 20 ans plus tard, l'importance d'une telle cérémonie. Parce que je ne sais pas pourquoi, il a eu comme lecture le consul, l'excellence, a su en tout cas saisir l'occasion de mettre en avant une figure d'une importance capitale pour nous en Haïti, Monsieur Franz Voltaire. Alors, je ne sais pas trop si je dois lire ce que j'ai préparé ou si je dois improviser. Des fois, on sait, en fait, en présence justement de telles figures, on fait laisser passer la vibration. Et je ne sais pas. Mais ce que j'ai eu en tête, justement, c'était de dire d'abord que c'est un honneur pour moi d'avoir été invité par Valérie Ndor, le consul, pour présenter un garçon que j'appelle, comment dire en Haïti, garçon fait, un garçon natif natal, M. Franz Voltaire. Alors j'hésite à l'appeler M. Franz Voltaire, d'une part parce que je ne veux pas que la distance soit trop longue, mais je veux non plus que ça soit trop proche. Une figure emblématique, ça peut justement d'être à la fois proche et Voltaire. Alors il est de plus en plus rare de rencontrer sur son chemin une telle figure de la passion, de la culture, incarnation, je dirais, de la résistance à l'obsolescence du sens. Ici, je ne parle pas précisément de la France, je parle d'Haïti. Haïti, aujourd'hui précisément, on vit la déliquescence du sens. Nous sommes dans le désarroi
Bien entendu, c'est pas pour nous plaindre, c'est pour constater que nous sommes dans l'épreuve. Il existe certains personnages en vol qu'ils ont pris, en bravant les vicissitudes, en bravant les vicissitudes de l'existence. Parfois, ils sont devenus des colosses, des climapo, comme on dit chez nous, dont on parle non seulement avec révérence, mais avec un sentiment de sacré. Alors, ce sentiment de sacré qui est un mélange de crainte et d'admiration. Crainte, justement par la force énergétique, je dirais, de cette figure d'admiration, par cette lumière, cette luminescence qui nous éblouit. Les grands hommes sont ainsi faits. Il faut prendre du recul pour en avoir une vue d'ensemble. Alors c'est comme on se présente, on présente un immeuble de sa hauteur. Il faut prendre un peu de recul pour le voir dans sa dimension. France mérite justement un peu de recul pour le voir dans sa dimension. Alors dire cela pour introduire l'immensité de l'homme, c'est peu dire. En effet, ce n'est pas un choix. C'est pas que, comment dire ça, que j'ai choisi de le faire de la sorte, c'est que ça s'est posé, justement. Comment dire, c'est pas seulement l'université, la prégnance énergétique de l'homme s'impose justement ce qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Et il faut quand même poser. Donc, sa complexion symbolique, qui dans les mots, on peut dire peu, ou du moins faible, quand même, il faut risquer une parole. Nous espérons seulement que ce peu de mots sensibles, alors ça, c'est important. Des fois, on ne dit pas grand-chose. Et le plus souvent, on n'arrive pas à dire grand-chose. On fait ça. On indique à dire ça. Bien la cible de cette hauteur que représente, de cette grandeur que représente François Voltaire. Alors disons que François Voltaire, me semble-t-il, alors certains l'appellent François, moi j'ai osé l'appeler François. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la dernière fois, je me rencontre, et c'était au salon, samedi, j'ai appelé Franck. Alors ce n'est qu'après, je me suis dit, j'ai commis une gaffe extraordinaire. Je ne sais, je n'ai pas plus le temps. Hein. Je l'ai rencontré. C'était un François. Justement, ce qui m'a marqué et ce qui m'inspire justement pour faire cette présentation, c'était alors, Franck plutôt. Vous allez passer cette expression peut-être dépassée, audacieuse. Mon petit père est tellement joyeux, jovial, énergique, qui vous transmet quelque chose. Et quand j'ai dit Franck, et aujourd'hui encore, je vais le dire, je me suis dit, et il m'a regardé avec mon regard. C'était pas de la bêtise, pas du mépris, mais c'était pas rien du tout comme ça. Je l'ai compris comme ça. Mais c'est après coup, en comprenant ce qu'il a réalisé entre les lignes. J'ai eu mon prof la dernière fois qui a dit, alors, il me parlait pareil, il parlait au téléphone. Je n'ose dire le prof, parce que je veux dire, ça c'est quelque chose de confidentiel. France, c'est un comme ça. Ce travail est à lui qui va au Canada, tourner en gros. Alors, pour traduire à la fois ce courage, cette détermination. Alors, moi, ce qui m'intéresse particulièrement à vous présenter de François Voltaire, c'est ce combat, je dirais de la sorte. Je ne sais pas si de surprendre, c'est un combat
Il a su me mener dans une société que j'appelle, certains, les anthropologues appellent aussi société d'oralité, mettre en place. Ce n'est pas en Haïti, mais on voit bien tout ce que ça représente pour Haïti, une institution d'écriture à vocation de documentation, d'archives, d'éditorial, tout ça. C'est comment, dans un pays comme Haïti, là encore, je vais me dire, c'est pas pour dénigrer notre pays, il y a moi. Il y aurait environ 80% de l'alphabet, et parmi ces 20% qui sauraient lire et écrire, on pourrait dire que certains grands n'arrivent pas tout à fait à lire les choses les plus compliquées. Ça a intéressé à une institution, je l'appelle de mon vœu, d'écriture. Alors, pourquoi cette question? Depuis quelque temps, je me suis intéressé à cette problématique, à la pluie de l'anthropologue Jacques Goudy, qui a mis en place, en tout cas plutôt élaboré, une problématique sur ce qu'il appelle la raison graphique. Il a montré qu'il y a eu un passage de l'oralité à l'écriture, et ce n'est pas si simple, parce que de ce passage de l'oralité à l'écriture se met en place tout un ensemble de technologies qui vont complexifier, on pourrait dire, ou du moins pas nous donner lieu à ce qu'on appelle l'intelligence. C'est comme si l'intelligence, et ça, je pense que c'est bien le cas, c'est pas une affaire donnée, c'est une affaire de culture. On est intelligent à mesure qu'on se cultive, c'est-à-dire qu'on se donne plus de lecture, on se donne plus de clés pour circuler dans le système ou dans les systèmes symboliques culturels des sociétés. Alors justement, dans le cas de la société haïtienne, nous avons, on peut dire ainsi, deux systèmes en place. Un système d'oralité, un système d'écriture, mais aussi qui s'interpénètre. Peut-être on le verra par la suite, qui donne peut-être un ensemble de fils à retordre à tout ce qu'on appelle développement ou autre modernisation de la société haïtienne. Mais ce qui m'importe, c'est de montrer justement comment se fait-il dans une société à prégnance d'oralité un homme. Je ne dirais pas de la sorte de je ne sais tout. Je dirais de la sorte de je ne sais tout, partant de regard occidental, tout ça, parce que généralement, pour certains, on pense que les Haïtiens, c'est tout simplement ce que Haïti est dans les médias. C'est donner cette idée de mettre en place une structure et un rapport à l'écriture. Déjà, la stika, à la documentation et aux archives et à la mémoire. Je tiens bien sûr, parce que vraiment, la France, Voltaire, a su réaliser nombre de documentaires. Je me rappelle bien ce documentaire qu'on a vu, je ne sais pas où, sur le combat avec Saïd, c'est ça. Faites, c'est pas faire de documentaire, c'est faire de mémoire. Et en Haïti, il faut bien dire, nous avons très peu de mémoire. Avoir un homme, c'est ça, il faut le dire, mais avec prudence. Parce que là, je n'ai pas eu assez de données. On veut justement qui avait laissé cette parole de Franck
déterminé, courageux. Je lui ai envoyé un message pour dire j'ai une présentation à faire le Fonds monétaire aujourd'hui. Je vous ai entendu parler. Est-ce que vous pouvez me dire de plus? Quelque chose de plus personnel, tout ça. Alors, il faut dire, ne soit mal, il a su à coup sûr se battre contre la dictature. C'est un escapé, on pourrait dire. C'est un escapé, mais c'est quelqu'un qui porte des meurtres sur des amis tués par cette dictature. Parce que dans la lutte, il y a toujours certains qui vont laisser leur peau et qui vont nous laisser aussi avec plein de chagrin, plein de douleur. Douleur, il y a un rapport des fois. C'est une information qu'on aurait dû donner. Il n'a pas été donné. C'est peut-être un ami très cher, une amie très chère, partie et très tôt, et par moment, il lui donne le sentiment que cette lutte, est-ce que ça de la peine. Donc, un homme meurtri par la dictature, si je prends en compte tout ce que mon professeur qui m'a expliqué, me raconte, pas nécessairement concernant François Voltaire, mais concernant tous ceux de la génération, je comprends bien que qu'il est vu comme une douleur, à la fois pour Franck et les autres, et lui qui a su. Alors, c'est peut-être une question à laquelle il répondra, trouver un chemin, on appelle ça résilience. Un concept que je n'aime pas trop, mais là, je pense que ça a tout son sens. Qui a su transformer sa douleur, ou ses douleurs, en créativité, et doter Haïti, Dieu soit loué, pas en Haïti de toute façon, à l'extérieur d'une institution faisant état de données historiques, de toutes sortes de données culturelles, de données d'images cinématographiques, tout ça. Alors il faut dire, justement, j'ai fait référence à plusieurs reprises à cette affaire de données, d'archives, d'histoire, de mémoire. Il faut dire quelque chose sur cette affaire pour mieux comprendre l'enjeu. Et mieux comprendre aussi sur cet homme. Alors, il faut dire qu'en Haïti, souvent, on n'accorde pas ces importances à l'ensemble de qui sont. Moi, ça ne m'importe très peu. Alors, je vous dis, parlant déjà beaucoup dit, justement que nous avons une grande prédominance d'oralité, la mémoire nous apporte très peu. Nous avons très peu de mémoire. Alors, c'est pas que nous n'avons pas de mémoire en Haïti, mais c'est une mémoire fluctuante qui passe. Aujourd'hui, il y a eu 10 ans de cela, on a eu un tremblement de terre. 10 ans plus tard, un tremblement de terre s'est produit. C'est comme si, justement, rien n'a été enregistré en Haïti. Alors, je ne vais pas aller au loin, c'est ce que j'appellerais justement une société à économie globale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traçabilité, il y a très peu de soucis d'écriture. Nous sommes bien écrits. Et on verra bien ici déjà, dans le consulat, je n'accuse pas le consul, mais peut-être tous ceux-là sont face à lui. Il n'y a pas d'archives. Si aujourd'hui on voulait bien faire l'histoire des activités, je ne sais pas, culturelles, administratives du consulat, on n'aura pas de traces. Les Haïtiens n'ont pas ce souci de traces. Parce que justement, les traces importent. Parce que ça constitue des documents durables que n'importe qui, de n'importe quelle génération, puisse avoir sous la main, traiter et constituer, je dirais, une trame narrative ou historique. C'est dans ce sens justement que la question de l'histoire est importante. L'histoire, c'est aussi de la mémoire, reconstituée d'une certaine manière,
l'histoire, la mémoire, en partie liée à l'identité. On se construit à partir de ce qu'on se raconte, à partir de ce qu'on raconte. Et c'est dans ce sens que je trouve justement l'acte de la Cité 4, de Franz Voltaire, de mettre en place une institution qui s'intéresse aux données historiques, en nous donnant justement des possibilités de reconstituer de plusieurs manières. Il y a très peu parmi nous en Haïti qui s'intéresse à, en tout cas, ce que de cette affaire-là. Et c'est cet aspect, justement, que je tiens à signaler à votre attention que cet homme qui aurait pu faire comme tous les autres, entrer dans sa vie, dans sa petite maison, avec sa famille, s'occuper de sa propre vie et la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, en se disant, oui, Haïti, c'est fini. Il n'a pas de force. Je suis découragé. Il a dû mettre en place, on va le dire avec l'audace que ça importe, à l'étranger, au Canada, et je crois qu'il y a eu surtout ça installé en France. Ça veut dire que c'est quelque chose à prendre très au sérieux et à prendre avec cœur. En ce sens qu'il montre la voie de quelque chose qui n'est presque pas. Alors, il faut le dire, nous avons les archives nationales en Haïti. Et il faut aller voir ce qu'il y a dans cette archive, comment tout ça se met en place. Mais lui, il nous indique ça. Et je pense que c'est important. Je ne sais pas si c'est parce que je m'intéresse à la question de l'histoire, de la mémoire et de l'identité, mais pour moi, il montre du droit quelque chose d'important. La mémoire importante. Autrement dit, il faut entretenir notre mémoire, nos mémoires, non seulement par les histoires, mais par les données, par la documentation. Et ça, il faut le prendre au sérieux, il faut le prendre en compte précisément en ce qui concerne un homme qui a connu des épreuves, je dirais, appétissantes de la dictature, et qui n'a pas su d'autres, qui n'a pas laissé justement cette dictature de l'effondrer, qui a su se relever et nous donner cet exemple. Qui nous fait ceci. La mémoire, l'histoire, les données, la documentation, seule façon de nous relever. Je t'aimerais de cette façon-là. Merci encore à vous. Merci précisément à Franz Voltaire. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, qui se montre et qui se fait très, comment dire, effacé. Mais c'est un grand homme qui nous montre la voie pour nous sauver, la voie de la mémoire. Merci. Monsieur Edwin Dorismont, philosophe, professeur, je pense que vous l'avez compris. Et je vais vous demander de l'applaudir encore une fois. C'est toujours compliqué d'être maître de cérémonie quand on doit passer derrière certains orateurs. Et encore plus quand ce sont des personnes de lettres. Et comme M. Dorismont, comme M. Voltaire, comme Mme
dedans, parce que ce soir, justement, on est gâtés. Parce que non seulement nos invités sont des personnes qui ont travaillé dans la littérature et la culture haïtienne et qui ont contribué justement à donner un certain éclat à notre chère culture, mais aussi notre ministre conseiller, M. Lédor, lui aussi est un homme de lettres. Et je ne vais pas dire plus, je vais le laisser justement venir parler avec vous et aussi présenter M. Voltaire un peu plus tard. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sorti loin, la marche douanière, pas apporter une à mon ami mais je le vois plutôt comme. Excusez-moi, pour le micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? C'est pas pour faire le contribuer de mon ami Edmé Dorisson quand il nous a adressé la critique à savoir. Je ne peux pas pour une critique négative parce que vous savez qu'en termes de critique, on peut parler de critique positive et critique négative. Je le prends plutôt comme une critique positive. Et pour cette question de mémoire du consulat général de la République d'Haïti à Paris, oui, effectivement, et en ce qui concerne nos activités, on peut dire qu'il n'y a pas une mémoire en ce sens. Mais par rapport à ce qu'on fait au quotidien, par rapport à notre travail, qui est notre mission essentielle, c'est-à-dire de donner des pièces d'identité, nos passeports, et au service juridique, tout ce qu'on fait, il y a toujours une trace ici. Je vous le garantis. Et si à un certain moment, vous vouliez écrire l'histoire du consulat général de la République d'Haïti, faire, par exemple, un recensement sur tous les Haïtiens qui sont nés en France, on a ça ici. Il n'y a pas ce problème-là, ça existe chez nous, rassurez-vous. Mais tout ce qui concerne les activités, tout ce qu'on fait, les activités culturelles et associatives, on peut ne pas avoir de trace. Mais au consulat, rassurez-vous, en dessous, moi-même j'y ai travaillé à un certain moment, parce qu'il y a juste 4 ans, j'étais déjà ici, on avait travaillé sur les archives du consulat. Donc, je pense qu'on fait partie des rares institutions. D'ailleurs, je parle sous les regards de Mme Charles, qui est à côté, parce qu'elle traite souvent ce genre de dossier. Elle doit savoir mieux que moi. Alors, c'était juste pour préciser pour mon ami Doris. Je commence rapidement, puisque cette cérémonie, je ne pourrais pas l'aborder, je ne pourrais pas l'organiser sans penser à dire quelques mots en l'honneur de M. Franz Voltaire qui est à côté de moi, en l'honneur des éditions Syndicat, en l'honneur de Roxane Ledon, qu'on a invité ce soir, parce que sachez qu'au consulat général de la République d'Haïti, nous tenons à ce que, et je ne compte pas tacler mes prédécesseurs, nous tenons à ce que désormais, que ce consulat, tant que je reste ici, qu'il soit vraiment un lieu culturel, un lieu où on accueille les gens qui font le rayonnement de la culture haïtienne. C'est un peu ça mon but. Alors, monsieur le directeur du syndicat, monsieur Franz Voltaire, mesdames, messieurs du personnel diplomatique et consulaire, en vos rangs, titres et qualités, mesdames et messieurs, chers collègues du consulat général de la République d'Haïti, notre consulat se sent honoré aujourd'hui de recevoir dans ses locaux l'une des plus belles et grandes maisons d'édition, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, le syndicat, accompagné d'une de ses auteurs les plus rayonnantes, Roxane Ledon. Il ne s'agit pas d'organiser une énième fête dans nos locaux où les boissons coulent à flot. Il s'agit avant tout et surtout de mettre en valeur notre culture. Et cela fait partie de notre mission. Certes, il faut protéger les Haïtiens, mais il faut aussi montrer à l'État qui reçoit nos compatriotes qui ne sont pas de simples personnes venant chercher du travail dans un pays étranger. Ils sont aussi issus d'une culture. Celle-ci leur permet de s'affirmer et d'exister au monde. J'aurais pu choisir plusieurs autres façons de mettre la culture haïtienne en valeur. J'aurais dû
choisir la musique. J'aurais pu choisir le théâtre. J'aurais pu choisir la danse. Et même aussi le cinéma. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de préférence de rendre hommage à un centre de documentation qui est aussi une maison d'édition. Pas n'importe quelle maison d'édition. Une maison d'édition connue de tous les intellectuels haïtiens, une maison d'édition créole dans le monde, une maison d'édition qui participe au rayonnement culturel de l'Afrique et de la Caraïbe. Oui, le syndicat est aussi ouvert sur les cultures afro-caribéennes, montrant ainsi qu'il n'est pas cantonné à la culture haïtienne. Mais le syndicat est avant tout et surtout un centre qui permet à des chercheurs de tous horizons de bénéficier d'un espace où la réflexion ne rencontre aucune forme d'obstacle. En ce sens, le syndicat contribue à la formation de toute une génération d'hommes et de femmes qui ont servi et qui continuent de servir encore le pays. Nous pensons à tous ces professeurs qui, jusqu'à maintenant, continuent à enseigner en Haïti dans nos différentes universités. Le syndicat est, en un mot, ce que l'on peut appeler un passeur de culture. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi d'honorer le centre de documentation et la maison d'édition du syndicat, mais aussi son président, M. Franz Voltaire, car il faut être animé par l'amour du pays pour penser à fonder un centre de la dimension du syndicat. Surtout en 1983, dans un contexte où, pour reprendre les mots d'Anthony Phelps, il était venu le temps de se parler par cible. Hommage au syndicat et à son directeur, M. Franz Voltaire. Je vous remercie. Alors, vous savez qu'on est en train de rendre hommage aux éditions syndicats. Et pour réaliser cet hommage, nous ne pouvons pas nous permettre juste de prononcer quelques mots, parce que ça serait un peu trop facile, les mots comme on dit. Sans Paul, il y a toujours quelque chose de matériel qui prouve notre respect pour ce grand centre culturel qui est syndicat. À ce sujet, j'invite M. Franz Voltaire à venir recevoir. Sorti loin, pas marcher douanier, brivé pas ici, j'envie ton nuit pour m'acheter de l'eau. Aïe aïe aïe, moi j'en veux pas de l'eau, moi voilà un bagot. La chime gêne, moi pas rien. Oh, oh. Et du coup, pour continuer, je vais demander à M. Voltaire de dire quelques mots. L'idée, c'est que justement, comme il est les personnalités qui sont honorées ce soir, je ne vais pas dire la personnalité parce qu'on a aussi Madame Ledin. Donc, on a deux personnalités et j'aimerais que les deux reçoivent justement leur fleur à la hauteur de ce qu'elles ont accompli. Donc, je vous demande d'applaudir M. Voltaire. Alors, je tiens à remercier le consulat pour ce geste envers le syndicat. Je tiens juste à rectifier, je ne suis pas le président du syndicat. J'ai été son président pendant un certain temps, mais je ne suis plus président puisqu'il faut quand même transmettre et qu'il y ait des changements puisque nous ne sommes pas à vie. Deuxièmement, je dirais aussi, je suis très content. Je vois mes amis Tumer Le Champ, je vois mon ami Anne, mes amis Amos et Kessita. Donc, on est en présence de gens qui sont nos amis et qui contribuent peut-être en tant que créateurs autant que nous dans ce travail de préservation de la mémoire. Et je crois que c'est très important
Parce qu'au départ, on n'était pas conscient tout à fait de tout cela. Il ne faut pas non plus prendre qu'on avait cette idée en 1983, c'était de préserver une partie, je dirais, de l'héritage littéraire, historique haïtienne que ne faisaient pas les institutions en Haïti. Certaines étaient comme soit des organes de référence pour le 19e siècle, mais personne n'abordait les questions contemporaines. Donc, on a créé un centre à Montréal et ce travail est un travail collectif, ce n'est pas un travail individuel. Je n'aurais jamais pu faire ça. Il n'est pas des prétentions non plus de penser que moi-même, je pourrais tout réaliser. Et Madame Pion Capel, beaucoup de moins, il y a beaucoup de gens qui ont contribué, certains ont disparu, je remarque en mémoire, je pense à des gens qui ont fait partie des groupes comme Haïti littéraire. D'ailleurs, on a une exposition actuellement à l'Université Concordia pour honorer ces gens d'Haïti littéraire, dont tu as mentionné tout à l'heure il y a 96 ans, mais aussi tout le groupe d'Haïti littéraire. C'était intéressant parce que cet hommage, ce sont aussi des jeunes poètes comme Koutchev qui rendaient cet hommage en lisant les textes de ceux qui nous ont précédés. Parce qu'Anthony Phelps, j'espère peut-être arriver à cet âge canonique de 96 ans, on ne sait jamais. Il ne faut pas non plus mettre un terme au côté du Seigneur. Mais donc, je pense que je ne serai pas trop long parce que ça fait quand même il y a quand même du retard dans cet événement. Mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'avec la situation en Haïti, dans un pays ultra centralisé, il y a un risque très réel qu'une partie de la mémoire haïtienne, une partie des archives haïtiennes disparaissent. Et ça, c'est extrêmement important de les préserver. Nous, on pensait au départ préserver les archives de la diaspora haïtienne. On n'a jamais pensé au départ, peut-être que ça s'étendrait au-delà de cela, mais avec la situation actuelle, il est très important de préserver cette mémoire, de préserver un lieu où l'on peut retrouver cette mémoire. C'est devenu ce lieu, peut-être pas parce qu'on l'a voulu, c'est parce que ni en France, ni aux États-Unis, je prends les pays où existent des grandes diasporas haïtiennes, des institutions publiques n'ont joué ce rôle. Et un peu, moi je dirais mon inspiration au départ, c'était la bibliothèque Schomburg de New York, où j'avais de très bons contacts avec mon ami Howard Dodson, qui en était le directeur, et qui est la bibliothèque Schomburg aux États-Unis a été constituée pour préserver la mémoire, non pas seulement des Afro-Américains, mais aussi de l'ensemble des Noirs. D'ailleurs, les archives de l'ANC avaient été déposées à Schomburg. Ils ont récupéré toutes sortes d'archives parce qu'il fallait préserver cette mémoire, parce que Arthur Schomburg, qui avait initié cette collection, il avait dit, chaque fois que je cherche des informations sur les Noirs, je les trouve dans la partie crime, dans la partie sport, et plus tard musique, mais il y a eu très peu. Donc il a commencé à collecter toutes sortes d'informations sur des centres dans le monde entier, parce qu'il avait l'avantage d'être noir d'origine portoricaine, mais qui parlait plusieurs langues. Donc, quelque part, aujourd'hui, cette mémoire haïtienne, elle est dispersée. Elle est dispersée en France, elle est dispersée au Canada, je parle des lieux de production des œuvres. Elle est aux États-Unis, à Cuba, République dominicaine et Haïti, évidemment. Donc, quelque part, comment préserver une grande partie de cette mémoire? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse rassembler tous ces matériaux épars en un lieu de telle façon que je répéterai ce qu'un étudiant coréen qui travaille sur Haïti m'avait dit. Je lui dis, mais toi, tu viens de Princeton, une très grande université américaine avec énormément de ressources qu'on n'a pas. Pourquoi tu viens là? Il me dit, oui, mais moi, je peux trouver pratiquement toutes les œuvres complètes d'un auteur en venant au syndicat pendant un mois, alors que si je suis aux États-Unis, je retrouverai les mêmes œuvres, mais elles sont dispersées dans peut-être 15 bibliothèques. Il va me falloir attendre peut-être quelques mois pour que ce livre-là, parce qu'il a été emprunté, parce qu'il n'était pas disponible. Donc, quelque part,
C'est ce qui nous a poussé aussi, comme vous le voyez, à avoir une antenne à Paris, une antenne aux États-Unis et des accords avec Haïti, avec Cuba, à travers un certain nombre d'institutions. Par exemple, avec Casa de las Américas, qui est à La Havane, on a développé des rapports très étroits parce que c'est une population d'origine haïtienne de plus de 800 000 personnes. On a travaillé avec quelques institutions en République dominicaine, à Porto Rico, avec le Centre Caraïbe, et au Mexique dernièrement. D'ailleurs, on a eu une chercheure mexicaine qui travaille sur les réfugiés à Tijuana, qui est Mme Margarita Vargas, qui est venue passer 3 mois, pour effectivement faire une recherche sur ce qu'on appelle le chemin Oxfam, c'est-à-dire ce que j'appellerais la remigration. C'est-à-dire les gens qui viennent au Canada maintenant ne viennent pas directement d'Haïti, des fois ils ont passé 15 ans à l'extérieur d'Haïti avant de venir. C'est ainsi qu'on a eu aussi M. Louis Dor, qui travaille à l'université Javeriana en Colombie, et qui est venu, qui travaille un travail extrêmement important sur ces migrations caribéennes. Enfin, caribéennes dans le sens où il y a un déplacement de ces populations qui étaient au Brésil, au Chili, au Venezuela, à travers la Caraïbe et l'Amérique centrale vers Haïti. Donc je pense que quelque part, il y a une nécessité de ce que j'appellerais d'établir des réseaux de communication. Puis avec ça, je termine. Je pense que moi, mon rôle était celui plutôt, je pense que c'est toi qui l'as mentionné, d'un passeur. C'est-à-dire, quand tu as eu la chance d'être privilégié dans le sens du savoir, tu as une obligation de transmettre. Tu as une obligation aussi de faire beaucoup mieux que des cas. Je parle avec beaucoup de plaisir mon ami Amos. On se connaît depuis très longtemps. Et nous, je dois dire qu'au niveau de la musique haïtienne, a joué ce rôle important de passeur. Je pense que Adieu le son qui est là aussi avec sa revue Lex, qui fait ce travail. Et c'est extrêmement important parce que ce n'est pas le travail d'une personne, c'est un travail collectif dans tous les domaines. Et puis il faut saluer les gens qui le font, parce que moi, ce trophée, je le reçois comme tous les trophées au nom de toute l'équipe, comme j'ai dit, de l'équipe avec qui j'ai travaillé. Je ne les mets pas chez moi, je ne les donne pas à mes enfants parce qu'ils n'appartiennent au centre et pas à moi ni à ma famille. Finalement, comme on est là pour ça, pour ce livre, alors, il faut dire 2 mots quand même. Et je crois que quand M. Lindon m'a appelé, moi j'étais déjà à Paris pour le salon du livre, j'étais venu pour retourner en France, à Limoges, et donc j'ai dit, bon, il faut toujours répondre présent dans le sens où il faut sensibiliser les gens à ces problèmes importants. Au-delà de la fête qui est aussi importante, parce que nous venons de sociétés très solaires, nous venons de sociétés où nous aimons la fête, nous manifestons en dansant, nous manifestons en chantant, donc c'est très important. Mais il est aussi important de préserver des pans de notre culture parce qu'il y a un risque très fort d'effondrement de sociétés. Et toutes les sociétés qui se sont effondrées et donc qui n'ont pas su maintenir, je dirais, ce rapport à la mémoire, ce rapport aussi à l'histoire. Je pense qu'en Paris, il y a un centre qui est aussi important et intéressant, c'est la bibliothèque polonaise de Paris. Je dois rappeler que si la langue polonaise a su se maintenir pendant 200 ans, c'est parce que en France, il y a eu ce centre polonais, alors que la langue polonaise était interdite à la fois par les Prussiens, à la fois par les Russes. Donc, quelque part, nous, dans la diaspora haïtienne, on a ce rôle important de préserver pour l'avenir, je dirais, des pans entiers de notre culture. Alors, pour en venir à Roxane, nous, ce livre s'inscrit, je dirais, dans la continuité de publications qu'on a eues sur la problématique du vaudou, sur la culture, qui est, à mon avis, aussi au cœur de la culture haïtienne. Et ce travail de mémoire, ce travail de photographie, parce que ça, les photographes, est extrêmement important. On avait publié auparavant un livre avec une exposition, elle en a fait aussi, de Daniel Morel, photographe haïtien. Parce qu'il est important, il en existe d'autres, mais fait, je dirais, avec un regard extérieur sur Haïti. Il est important que nous ayons notre propre regard sur Haïti.
il est important, et c'est pourquoi on a privilégié un certain nombre d'auteurs, les Whistleblower particulièrement, sur Duverneau Trouillot et le Vaudou, qui existent avant Christmas, ce que peu de gens savaient. On a publié aussi les livres de Rachel Beauvoir, c'était en créole Savaloué, et de même Wakaïman. Donc il est important, je dirais, qu'il y ait une réflexion et qu'on puisse repenser Haïti. Parce que des fois, les gens disent, bon, pourquoi les intellectuels, pourquoi réfléchir, vu que Haïti l'ont tel état que nous n'avons pas besoin de réflexion sur Haïti. On dit, nous ne sommes pas pensés sur terre, nous sommes l'autre monde qui a pensé. Nous sommes l'autre monde qui va d'où ça pour faire. Et je pense que dans ce sens, il est extrêmement important que nous développons des pensées sur Haïti. C'est pourquoi on a lancé cette revue d'histoire aussi, parce que c'était important que, au-delà des fake news, au-delà qu'il y ait avec rigueur, je dirais, un travail fait par des historiens sur Haïti et qu'il y ait un débat et un dialogue sur les problèmes historiques, sur les problèmes culturels. Je pense que c'est extrêmement important et les revues en ce sens jouent leur rôle parce qu'elles permettent d'aborder un certain nombre de sujets, même si des fois ce sont des sujets qui sont tabous pour certains, pour beaucoup, mais il est important et je félicite Dieu Merlechon pour sa revue. Je crois que c'est un travail important. Alors pour terminer, je dirais, puisque je pense que des fois les gens ont dit aussi qu'on termine les paroles, mais que c'est important cette réflexion et ce regard que porte Roxane, qui est un regard de l'intérieur, vous dire, hein, parce qu'elle est elle-même volumisante, donc qu'elle porte un regard différent de celui qui est porté à l'extérieur. Je pense que depuis les premiers travaux de quelqu'un comme, vous savez, en 1948, quand on a eu ce travail du Suisse, le Vaudou haïtien, et la même métro, bien on a eu aussi un autre regard, même si c'était à la même époque, de Pierre Berger, qui lui-même aussi, on a des regards qui va certainement voir son travail auquel on lit actuellement pour de Philippe Charlier. Donc, je pense que c'est extrêmement important que nous ayons et nous développons notre propre regard et notre propre compréhension de notre propre histoire. Et sur le Vaudou, Roxane nous offre un regard original et des photographies étincelantes sur le Vaudou haïtien, de même sur les bébés. Alors, merci beaucoup. Monsieur Franz Walter, que vous aurez la possibilité de discuter encore un peu plus avec lui au cours de la soirée. Je sais que vous vous impatientez, surtout qu'on a commencé un peu tard, mais je vais un peu tard. Mais on va passer à une partie un peu plus, je vais dire, comment est-ce que je pourrais qualifier cette partie-là? On était dans la partie littéraire, mais maintenant beaucoup plus vivante, voilà. Et je vais vous inviter à justement prêter attention à M. Kebiesou et Claude Saturne. Sorti loin, pas marcher traîner, m'rive pas ici, dans mi ton nuit pour m'acheter de l'eau. Ouais, j'en veux pas l'eau. Je vous demande d'applaudir M. Kebiesou et Claude Saturne. Non, j'imagine, moi pas peur.